Tu es une servante inutile. Quand mon mari a crié cela pour la 4e fois ce jour maudit, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. J'ai pris la couche sale de sa mère, qui est paralysée depuis 4 ans, je l'ai jetée dans ses mains et j'ai dit, maintenant elle est toute à toi, débrouille-toi. Vous pensez savoir ce qu'est la vengeance? Mon nom est Amélie Moreau, j'ai 53 ans, et ce qui s'est passé après cette explosion a été si dévastateur que cela a changé non seulement ma vie, mais a révélé une vérité sur la famille que personne ne veut admettre. Vous voulez savoir ce qui arrive quand une femme qui s'est sacrifiée pendant 28 ans devient finalement folle? Êtes-vous prêt à découvrir jusqu'où l'ingratitude d'un homme peut pousser une épouse à la limite de la folie? C'était un matin sombre de novembre à Lyon. La pluie fine battait contre les fenêtres de notre vieille maison de pierre du XVIIIe siècle, créant un son mélancolique qui semblait faire écho à l'état de mon âme. Le vent glacé de l'hiver français sifflait à travers les fissures, portant avec lui l'odeur humide des feuilles mortes qui s'accumulaient dans le petit jardin négligé devant la maison. À 5h30, comme tous les jours depuis 4 ans, je me suis réveillée pour m'occuper de Madame Rousseau, ma belle-mère de 75 ans qui était devenue complètement paralysée après un AVC dévastateur qui avait changé nos vies pour toujours. Le réveil numérique sur la table de nuit clignotait ses chiffres rouges dans l'obscurité, marquant un jour de plus qui commencerait comme tous les autres, ou du moins c'est ce que je pensais. Je me suis levée silencieusement du lit, sentant les douleurs dans le dos qui étaient devenues mes compagnes constantes après des années courbées au-dessus de son lit, aidant, nettoyant, prenant soin. Philippe, mon mari, ronflait bruyamment à côté de moi, complètement inconscient du fait que sa mère était à quelques mètres de là, dépendant totalement de moi pour survivre. J'ai marché dans le couloir étroit de notre maison, les planches du parquet grinçant sous mes pieds nus. Les murs couverts d'un papier peint floral décoloré semblaient m'observer, témoin silencieux de la routine qui se répétait jour après jour, mois après mois, année après année. Elle était là, immobile comme une poupée de cire, ses yeux bleus perdus fixés au plafond taché par l'humidité. Ce qui était autrefois une femme élégante et altière, qui portait ses cheveux blonds impeccablement coiffés et s'habillait toujours avec des vêtements coordonnés, était maintenant un corps fragile dépendant de chacun de mes gestes pour survivre. Sa respiration était le seul son qui brisait le silence sépulcral de la chambre qui sentait perpétuellement les médicaments et le désinfectant. « Bonjour, maman » ai-je chuchoté, utilisant le terme affectueux que j'avais adopté depuis qu'elle était venue chez nous. Elle ne pouvait pas répondre, mais ses yeux se sont dirigés vers ma voix, la seule forme de communication qui restait entre nous. C'était un mouvement subtil, presque imperceptible, mais j'avais appris à lire chaque micro-expression de ce visage que l'AVC avait transformé en un masque immobile. J'ai ouvert les rideaux lourds, laissant la lumière grise de l'aube entrer dans la chambre. Dehors, Lyon s'éveillait lentement. Je pouvais entendre le bruit distant de la circulation sur l'avenue Jean Jaurès, les premiers passants courant pour prendre le métro, la vie normale de gens normaux qui n'avaient pas besoin de se réveiller à 5h30 pour changer des couches d'adultes. J'ai commencé le rituel que je connaissais mieux que ma propre respiration. D'abord, vérifier si elle avait passé une bonne nuit, observer sa couleur, sa respiration, tout signe d'inconfort. Ensuite, changer sa couche humide et malodorante, une tâche qui me donnait la nausée les premiers mois, mais que j'exécutais maintenant avec la même naturalité qu'en me brossant les dents. Nettoyer son corps fragile exigeait la délicatesse de quelqu'un qui manipule du cristal. Sa peau était devenue presque transparente, marquée par de petites ecchymoses violettes qui apparaissaient de nulle part. Ses bras, qui avaient été autrefois assez forts pour porter Philippe enfant, étaient maintenant fins comme des brindilles. Chaque mouvement devait être prudent pour ne pas la blesser. Ses cheveux grisonnants, que je brossais religieusement tous les jours, étaient emmêlés par le sommeil agité. Elle avait toujours été fière de ses cheveux, elle me racontait des histoires de quand elle était jeune et tous les garçons se retournaient pour admirer ses boucles dorées dansant au vent. Maintenant, je peignais chaque mèche avec affection, essayant de lui rendre un peu de la dignité que la maladie avait volée. Pendant que je la nettoyais, elle fermait lentement les yeux, sa façon particulière de me dire merci. C'était la seule reconnaissance que je recevais dans cette maison. Le seul signe de gratitude au milieu de tant de mépris. Ses yeux bleus, bien qu'embrumés par l'âge et la maladie,
arrivait encore à transmettre une tendresse qui réchauffait mon cœur dans les moments les plus difficiles. Depuis 4 ans je me réveillais avant l'aube pour m'occuper d'elle. 1460 jours à me réveiller quand il faisait encore noir, dormant seulement quand elle dormait, vivant exclusivement en fonction de ses besoins. 1460 jours où je suis devenue infirmière, kinésithérapeute, compagnie, fille de substitution et seule source d'affection qu'elle recevait. Pendant tous ces jours infernaux, mon mari Philippe ne m'a jamais, pas une seule fois, remercié pour ce que je faisais pour sa mère. Jamais reconnu le sacrifice que je faisais quotidiennement. Jamais remarqué que j'avais abdiqué ma propre vie pour prendre soin de la vie d'une autre personne. Philippe était un homme de 55 ans, superviseur dans une métallurgie dans la banlieue de Lyon, une usine qui produisait des pièces pour l'industrie automobile. Quand nous nous sommes mariés, il y a 28 ans, il était complètement différent. Il avait ce charme typique des hommes français, il parlait avec passion du vin de la région du Beaujolais, discutait politique avec l'intensité de quelqu'un qui croyait pouvoir changer le monde, supportait fanatiquement l'Olympique lyonnais, me faisait rire aux larmes avec ses imitations impeccables de ses collègues de travail. À cette époque, il m'emmenait dîner dans de petits bistrots cachés dans les rues de Lyon, m'offrait des fleurs qu'il cueillait sur le chemin du travail, murmurait des poésies à mon oreille pendant que nous dansions dans le salon de notre première maison. Je suis tombée amoureuse de cet homme qui me faisait me sentir spéciale, aimée, valorisée. Mais le temps, comme un sculpteur cruel, avait transformé cet homme charismatique et romantique en un tyran amer qui ne voyait en moi qu'une employée de maison non rémunérée. Les dîners romantiques étaient devenus des silences tendus à table. Les fleurs avaient cédé la place aux plaintes. Les danses s'étaient transformées en discussions sur les factures à payer et les responsabilités négligées. Quand Madame Rousseau a eu son AVC et est venue vivre chez nous, Philippe a simplement décidé que s'occuper d'elle était un travail de femme. Comme si le fait que je sois née femme me donnait automatiquement l'obligation de sacrifier ma vie pour sa mère. Comme si je devais naturellement savoir comment gérer les médicaments, les couches, les bains au lit, la kinésithérapie. Pendant que je finissais d'arranger Madame Rousseau et préparais la bouillie d'avoine à la banane qu'elle arrivait à avaler difficilement, j'ai entendu ses pas lourds descendre les escaliers grinçants. Chaque marche sur laquelle il posait le pied faisait un son différent, j'avais appris à identifier son humeur par le rythme et l'intensité de ses pas. Ce matin-là, les pas étaient lourds, irrités. Mon cœur a commencé à s'accélérer instinctivement. Je savais qu'un jour de plus d'humiliation commençait. C'était comme vivre avec une bombe à retardement. Je ne savais jamais ce qui pouvait déclencher sa colère, le café trop fort ou trop faible, la maison pas parfaitement rangée, le journal mouillé par la pluie, les embouteillages qui le faisaient arriver en retard au travail. N'importe quoi pouvait devenir un motif pour qu'il décharge sa frustration sur moi. « Amélie » a-t-il crié de la cuisine avec cette voix rauque qui me faisait trembler. C'était un cri qui ne demandait pas, qui ordonnait, qui exigeait une obéissance immédiate. « Où est mon café ? Tu ne sers même pas à ça. » Première humiliation de la journée. Il n'était même pas 7 heures du matin, et il avait déjà commencé à démolir ce qui restait de mon estime de moi. J'ai laissé la bouillie refroidir dans la chambre de Madame Rousseau et j'ai couru à la cuisine, trébuchant presque dans ma hâte de le servir. Philippe était assis à la table en bois sombre que nous avions hérité de sa mère, en uniforme bleu de l'usine, une chemise avec le logo de l'entreprise brodé sur la poitrine et un pantalon qui semblait toujours un peu serré au ventre. Il feuilletait le journal L'Équipe avec un air de mépris absolu, comme si même les nouvelles sportives conspiraient pour l'irriter. Ses cheveux châtains commençaient à grisonner aux tempes, et son ventre proéminent trahissait des années de bière Kronenbourg consommée religieusement chaque soir devant la télévision, et une négligence totale de sa santé. Ses mains, qui m'avaient autrefois caressé avec tendresse, ne tenaient maintenant que le journal avec une force excessive, froissant les pages. « Désolé, je m'occupais de ta mère » ai-je murmuré, servant le café encore chaud dans sa tasse préférée, une tasse bleue décolorée qu'il insistait à utiliser tous les jours. Ma voix est sortie petite, soumise, comme elle était devenue au fil des années de dépréciation constante. « T'occuper » il a ri avec un sarcasme qui coupait comme un rasoir. « Tu prends une éternité pour faire quoi que ce soit.
Ma mère pourrait être morte depuis des heures et tu ne t'en rendrais même pas compte, incapable. Deuxième humiliation. J'ai senti ma poitrine se serrer avec l'injustice de l'accusation. Moi, qui passais plus de temps dans sa chambre que dans ma propre chambre. Moi, qui me réveillais au milieu de la nuit chaque fois que j'entendais un bruit différent venant de sa chambre. Moi, qui connaissais chaque respiration, chaque gémissement, chaque mouvement d'elle. Philippe, je fais de mon mieux. Elle a besoin de soins spéciaux, c'est très délicat. Soins spéciaux, il a frappé son poing sur la table avec une telle force que les tasses ont teinté et le sucre s'est répandu. Tu es une servante inutile. Tu n'arrives même pas à maintenir une maison en ordre, encore moins à t'occuper d'une personne. Troisième fois. Ma vision a commencé à se brouiller de larmes que j'ai lutté pour contenir. J'ai regardé autour de la cuisine que je nettoyais obsessionnellement tous les jours, la cuisinière impeccable, le réfrigérateur organisé, chaque ustensile à sa place. Comment pouvait-il dire que la maison n'était pas en ordre ? Les mots « servante inutile » résonnaient dans ma tête comme un mantra cruel. C'est ainsi qu'il me voyait, non comme une épouse, non comme une compagne, non comme la femme qui avait sacrifié sa carrière pour s'occuper de la maison et de la famille. Juste une servante. Et une servante inutile. Je suis retourné dans la chambre de Madame Rousseau pour lui donner son petit déjeuner, portant avec moi le poids de ses mots. Cuillère par cuillère, avec la patience d'une sainte que je ne savais même pas exister en moi, je nourrissais cette femme qui me regardait avec des yeux pleins de tristesse. Elle savait. Même sans pouvoir parler, même sans pouvoir bouger, elle savait l'enfer qu'était ma vie. Elle percevait la tension sur mon visage, la façon dont mes mains tremblaient légèrement après chaque confrontation avec Philippe. « Ne t'inquiète pas, maman » ai-je chuchoté, nettoyant délicatement le coin de sa bouche avec une serviette en papier. Je prends soin de toi toujours. Tu es la seule bonne chose qui reste dans ma vie. Et c'était vrai. Au milieu de tout ce chaos et manque de respect, prendre soin d'elle était devenu mon refuge. C'était la seule activité qui me donnait un but, qui me faisait me sentir nécessaire, valorisé. Dans ses yeux, je voyais une gratitude genuine. Dans ses yeux, j'étais encore humaine. Mais quand je suis retourné à la cuisine pour laver la vaisselle du petit déjeuner, Philippe attendait comme un prédateur guettant sa proie. Ses yeux châtains brillaient d'une colère qui semblait disproportionnée par rapport à la situation. Sur la table, il y avait encore quelques miettes du pain qu'il avait mangé. Le beurre était hors du réfrigérateur. Le journal était plié n'importe comment. La vaisselle d'hier est encore sale, a-t-il vociféré, pointant l'évier du doigt comme s'il accusait un criminel. Tu ne fais rien de bien dans cette maison. Absolument rien. J'ai regardé l'évier et j'ai vu seulement 3 assiettes que j'avais laissées sécher dans l'égouttoir, complètement propres, attendant juste d'être rangées. Mais pour Philippe, c'était la preuve de mon incompétence totale. Tu es une servante inutile. Complètement inutile. Je ne sais pas pourquoi je te garde encore dans cette maison. 4e fois. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est simplement brisé. Ce n'était pas une cassure graduelle, comme une fissure qui s'étend lentement. C'était une cassure soudaine, violente, définitive. Comme un vase en cristal qui tombe par terre et explose en 1000 morceaux. 28 ans de mariage. 28 ans de perte graduelle d'identité. 28 ans à être lentement transformée d'une femme indépendante en une ombre de moi-même. 4 ans à m'occuper de sa mère comme si c'était ma propre mère, avec un amour genuin, avec une dédication totale. Et tout ce que je recevais en retour était mépris, ingratitude et humiliation constante. J'ai senti quelque chose de sombre et puissant monter du fond de mon âme. Une force primitive que je n'avais jamais su exister. C'était comme si une partie sauvage de moi, qui avait été domestiquée et supprimée pendant des décennies, s'était finalement libérée de ses chaînes. Ma vision est devenue claire comme du cristal. Ma respiration s'est calmée. Mon esprit, qui quelques secondes avant était en turbulence, est soudain devenu une machine de précision calculant exactement ce que j'allais faire. J'ai marché lentement vers la chambre de Madame Rousseau, chaque pas mesuré, délibéré.
J'ai pris la couche sale qui était dans le panier à côté du lit, encore chaude, encore puante, encore humide de l'humiliation quotidienne que j'absorbais en silence depuis 4 ans. Je suis retourné à la cuisine où Philippe finissait son café, complètement inconscient de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur lui. Il continuait à lire le journal, murmurant des jurons sur la performance de l'équipe, mâchant le dernier morceau de pain au beurre. « Philippe » ai-je dit avec une voix que je n'ai pas reconnue comme la mienne. C'était une voix calme, mais chargée d'une autorité que je n'avais jamais utilisée auparavant. Il a levé les yeux du journal, irrité par l'interruption. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Encore une excuse bidon ? » C'est alors que je l'ai fait. J'ai jeté la couche sale au milieu de la table, juste au-dessus du journal ouvert, éclaboussant des gouttes jaunâtres dans sa tasse, sur les pages de l'équipe, sur la surface en bois que j'avais polie obsessionnellement la veille. Maintenant ta mère est tout à toi. Débrouille-toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le temps a semblé s'arrêter. Philippe est resté complètement paralysé, regardant la couche sale comme si c'était une bombe qui venait d'exploser en plein dans son visage. Ses yeux se sont écarquillés de choc absolu, sa bouche s'est ouverte en un « ou » parfait d'incrédulité. « Tu es devenue folle » a-t-il bégayé, trouvant finalement sa voix. « Tu as complètement perdu la raison ?» Non, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Je me suis finalement réveillée. Vous pensez savoir ce qui s'est passé après que j'ai jeté cette couche sur la table ? Vous n'avez aucune idée du chaos qui s'est installé dans notre maison. Mais ce que vous allez découvrir dans le prochain chapitre est encore plus choquant, la réaction de ma belle-mère paralysée quand elle a compris ce que j'avais fait. Restez avec moi, parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui va suivre va bouleverser vos convictions les plus profondes sur l'amour, la famille et la gratitude. Philippe s'est levé de sa chaise si brusquement qu'elle est tombée en arrière avec fracas. Son visage était rouge d'indignation, les veines du cou saillantes comme des cordes tendues. « Tu as complètement perdu la tête » a-t-il crié, pointant la couche sur la table. « Comment oses-tu faire une chose pareille ?» Mais pour la première fois en 28 ans de mariage, je n'ai pas reculé. Je n'ai pas baissé la tête. Je n'ai pas demandé pardon. Quelque chose de fondamental avait changé en moi, et il n'y avait pas de retour en arrière. « Écoute-moi bien, Philippe Rousseau » ai-je dit, ma voix grandissant en intensité. Pendant 4 ans j'ai pris soin de ta mère comme si c'était ma propre fille. Je me suis réveillée avant le lever du soleil tous les jours pour lui donner son bain, changer ses couches, la nourrir, parler avec elle, la traiter avec dignité. Et toi ? Tu n'entres même pas dans sa chambre. Ce n'est pas. Je n'ai pas terminé, l'ai-je coupé, nous surprenant tous les deux. Tu m'appelles servante inutile ? Eh bien, cette servante inutile vient de démissionner. Je veux te voir changer une couche sale, donner un bain à quelqu'un qui ne peut pas bouger, avoir la patience de nourrir cuillère par cuillère une personne qui met 10 minutes à avaler une cuillerée. Philippe est resté muet. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'avait pas de réponse. Tu crois que s'occuper d'une personne paralysée c'est une plaisanterie ? Ai-je continué, sentant des décennies de frustration jaillir. Tu crois que c'est facile de voir quelqu'un qu'on aime dépérir jour après jour ? Ta mère me regarde avec gratitude tous les jours, Philippe. Tous les jours. Et toi ? Tu ne sais que m'humilier. À ce moment-là, nous avons entendu un son étrange venant de la chambre de Madame Rousseau. C'était un gémissement bas, guttural, différent de tout son qu'elle avait fait depuis l'AVC. Nous avons couru vers la chambre et l'avons trouvée avec des larmes qui coulaient sur son visage. Ses yeux bleus étaient fixés sur moi, et pour la première fois en 4 ans, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Elle essayait de parler. Mais... murmurait-elle avec un effort extrême, les muscles du visage contractés par la concentration. Philippe était choqué. « Maman ? Tu essaies de parler ?» Mais ses yeux ne me quittaient pas. « Mais, mère, si. Merci. » Je suis tombée à genoux à côté du lit, tenant sa main froide et fragile. « Je sais, maman. J'ai toujours su. » Philippe était pâle. Pour la première fois,
il a vu sa mère non comme un fardeau, mais comme une personne. Une personne qui venait de briser 4 ans de silence pour me remercier. Amélie, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Non, Philippe. Tu as perdu le droit de parler. Ta mère vient d'utiliser ses dernières forces pour me remercier pour quelque chose qui devrait être ta responsabilité aussi. Tu veux savoir ce que c'est qu'être inutile? C'est laisser ta femme s'occuper toute seule de ta mère pendant que tu l'humilies tous les jours. Madame Rousseau a serré ma main avec le peu de force qu'elle avait. Ses yeux étaient pleins d'une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Tu veux que je continue à m'occuper d'elle? Ai-je demandé à Philippe, qui était debout à la porte comme une statue. Alors tu vas apprendre à me respecter. Tu vas apprendre à valoriser ce que je fais. Et tu vas apprendre à t'occuper de ta propre mère aussi. Mais je travaille, Et moi je ne travaille pas, ai-je explosé. Je me réveille à 5h30 du matin, je dors quand je peux, je n'ai pas une minute pour moi depuis 4 ans, et ce n'est pas du travail? La différence c'est que toi tu reçois un salaire, et moi je reçois de l'humiliation. Le silence dans la chambre était lourd. Madame Rousseau nous observait avec attention, comme si elle assistait à une pièce de théâtre qui définirait le destin de nous tous. Philippe a finalement parlé, avec une voix que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu demandes pardon à ta mère de l'avoir négligée. Je veux que tu me demandes pardon de m'avoir traité comme une ordure. Et je veux que tu apprennes à aider pour prendre soin d'elle. Mais je ne sais pas comment. Alors apprends, ai-je crié. Apprends comme j'ai appris. Tu crois que je suis née en sachant comment m'occuper d'une personne paralysée? J'ai appris parce que je l'aime. Parce que la famille c'est ça, prendre soin les uns des autres. Madame Rousseau a fait un autre son, et nous l'avons tous regardé. Ses yeux étaient fixés sur son fils, et il y avait une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la déception. Philippe l'a vue aussi. Pour la première fois, il a vu la déception dans les yeux de sa propre mère. Maman, Il s'est approché du lit, mais elle a tourné le visage. Le rejet de sa mère l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il a chancelé, se tenant au chambranle de la porte. Elle ne veut même pas me regarder, a-t-il murmuré, la voix brisée. Et tu t'en étonnes, ai-je demandé, sans pitié. Quand est-ce que tu as parlé avec elle pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as tenu sa main pour la dernière fois? Quand est-ce que tu lui as dit que tu l'aimes pour la dernière fois? Philippe s'est effondré sur la chaise à côté du lit. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu pleurer. Je ne savais pas qu'elle savait tout, a-t-il sangloté. Je pensais qu'elle ne comprenait plus rien. Elle comprend tout, Philippe. Elle entend quand tu m'appelles inutile. Elle sent quand tu passes devant sa chambre sans même dire bonjour. Elle remarque quand tu agis comme si elle était un poids mort. Madame Rousseau a fait un effort immense et a réussi à bouger légèrement la tête vers son fils. Ses yeux, bien que tristes, montraient une étincelle d'espoir. Philippe a tendu sa main tremblante et a touché le visage de sa mère. Pardon, maman. Pardon d'être un si mauvais fils. Et alors quelque chose s'est passé qu'aucun de nous n'attendait, elle a souri. Un petit sourire faible, mais genuine. Dans les jours qui ont suivi cette confrontation dévastatrice, notre maison s'est complètement transformée. C'était comme si un ouragan était passé par là et, quand la poussière était retombée, tout était différent, les mêmes murs, les mêmes meubles, mais une énergie complètement nouvelle circulant dans les pièces. Philippe, qui pendant 4 ans avait ignoré presque complètement sa mère, passait maintenant des heures dans sa chambre avant et après le travail. Le changement était si drastique qu'au début j'ai pensé que ce n'était qu'une phase, une réaction temporaire au choc que j'avais causé. Mais jour après jour, il continuait à apparaître. Le premier jour, il est resté debout dans l'embrasure de la porte pendant presque 10 minutes, observant juste sa mère. Il ressemblait à un homme voyant un fantôme. Madame Rousseau l'observait aussi, mais ses yeux avaient encore cette expression blessée, cette douleur profonde de quelqu'un qui avait été abandonné si longtemps. Puis-je entrer, a-t-il demandé hésitant,
comme s'il demandait la permission d'entrer dans sa propre maison. J'ai fait un geste pour qu'il s'approche, mais j'ai gardé mes distances. C'était une conversation entre mère et fils qui devait avoir lieu sans mon interférence. Je lui ai enseigné comment changer les couches, et c'était douloureusement hilarant de voir cet homme de 55 ans, qui se croyait le roi du monde, lutter avec les bandes adhésives et essayer de ne pas faire de grimaces avec l'odeur. Le premier jour, il a mis 20 minutes pour changer une couche que je changeais en deux. Ses mains grandes et rugueuses, habituées à manipuler des métaux lourds à l'usine, tremblaient en touchant la peau délicate de sa mère. « Comme ça ?» demandait-il constamment, tenant la couche comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Plus délicatement, je guidais. « Ce n'est pas une pièce de machine, Philippe. C'est ta mère. » Je lui ai enseigné comment donner un bain au lit, comment préparer la nourriture à la bonne consistance, comment positionner les oreillers pour qu'elle soit confortable. Au début, il était maladroit, presque pathétique dans ses efforts. Il renversait de l'eau par terre, oubliait de tester la température, tenait mal la cuillère. Mais il y avait quelque chose de profondément touchant à voir cet homme qui était devenu si dur au fil des années, apprendre à être gentil à nouveau. Ce qui m'impressionnait le plus était sa détermination. Philippe n'avait jamais été une personne qui abandonnait facilement, c'était comme ça au travail, c'était comme ça au football, c'était comme ça dans tout dans la vie. Et maintenant il appliquait cette même obstination pour apprendre à s'occuper de sa mère. « Pourquoi tu ne m'as jamais enseigné ça avant ?» a-t-il demandé un après-midi, pendant qu'il luttait pour peigner les cheveux de sa mère sans la blesser. « Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu simplement. Pendant 4 ans, tu n'as jamais montré d'intérêt à apprendre. » Il est resté silencieux pendant un long moment, assimilant cette vérité amère. Madame Rousseau observait tout avec une attention croissante. Lentement, jour après jour, la vie est revenue dans ses yeux d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années. C'était comme regarder une fleur fanée être arrosée après une longue sécheresse. Avoir son fils de retour, même si c'était tardivement, ressuscitait littéralement quelque chose en elle. Après la première semaine, Philippe a commencé à rentrer plus tôt du travail. Au lieu de s'arrêter au bar avec les collègues, comme il avait l'habitude de faire, il venait directement à la maison, montait les escaliers et allait directement dans la chambre de sa mère. Comment elle a passé la journée, est devenue sa première question en me voyant. Elle t'attendait, je répondais, et c'était vrai. Madame Rousseau avait développé l'habitude de regarder vers la porte à partir de 5 heures de l'après-midi, attendant clairement l'arrivée de son fils. Un matin, 3 semaines après mon explosion, je me suis réveillée et je n'ai pas trouvé Philippe dans le lit. J'ai pensé qu'il était peut-être parti travailler plus tôt, mais quand je suis passée devant la chambre de Madame Rousseau, je l'ai vu là, assis sur la chaise à côté du lit, parlant doucement avec elle. « Tu sais, maman, disait-il, sa voix chargée d'une émotion que je n'avais pas entendue depuis des décennies, j'ai toujours pensé que s'occuper de toi était le travail d'Amélie parce qu'elle est une femme. Comme s'il existait une division naturelle des responsabilités, moi je travaille dehors, elle s'occupe de la maison et de la famille. Je suis restée dans l'embrasure, cachée, écoutant. Quel idiot j'étais, a-t-il continué, la voix se brisant légèrement. Tu es ma mère. Ma responsabilité. Mon amour. Pas celui d'Amélie. Elle a choisi de t'aimer, mais moi j'avais l'obligation de t'aimer, et j'ai misérablement échoué. Madame Rousseau a émis un son doux, presque comme un soupir de soulagement. Amélie est un ange, a continué Philippe. Elle s'est occupée de toi avec une dévotion que je n'ai jamais eue avec personne dans ma vie. Elle t'a traité mieux que je n'aurais jamais pu. Mais maintenant je comprends que ce n'est pas une question d'être meilleur ou pire. C'est une question d'être présent. C'est une question d'amour véritable, pas d'obligation ou de convenance. Il a tenu la main de sa mère avec ses 2 mains, comme s'il priait. Elle m'a dit hier que tu dors mieux depuis que j'ai commencé à participer à tes soins. Que tu es plus animée, plus réactive. Et j'ai réalisé quelque chose de terrible, pendant toutes ces années, tu dépérissais non seulement à cause de l'AVC, mais à cause de mon absence. Ces mots m'ont touché d'une façon que je n'attendais pas. Pour la première fois depuis des années,
je voyais l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a des décennies. La sensibilité était là, elle avait juste été enterrée sous des couches d'amertume et de routine. Pardon d'avoir mis si longtemps à comprendre, maman. Pardon d'avoir été un fils si égoïste. À ce moment-là, il m'a vu dans l'embrasure. Nos yeux se sont croisés, et j'ai vu des larmes couler sur son visage. Amélie, a-t-il dit, se levant. Il faut que je te dise quelque chose. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine, où tout avait commencé. La table avait encore une petite tache jaunâtre qui ne partait pas complètement, un souvenir permanent du jour où ma vie avait changé. J'ai été un mari horrible, a-t-il dit, regardant directement dans mes yeux sans détourner le regard. Pas seulement un mauvais mari. Horrible. Tu as consacré ta vie à ma famille, sacrifié tes rêves, tes projets, ta carrière, et je t'ai rendu mépris, humiliation et ingratitude. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Aucune. J'ai attendu en silence, sentant qu'il avait besoin de dire tout ce qui était coincé depuis des semaines. Quand tu as jeté cette couche sur la table, a-t-il continué, la voix tremblante, mon premier réflexe a été de t'appeler folle, hystérique, incontrôlée. J'étais prêt à te chasser de la maison, à dire que tu avais dépassé toutes les limites. Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais bien. Mais après, en voyant ma mère pleurer pour la première fois depuis des années, en voyant la déception pure dans ses yeux quand elle m'a regardé, j'ai compris que le fou c'était moi. L'incontrôlé c'était moi. Celui qui avait dépassé toutes les limites de la décence humaine c'était moi. Philippe s'est approché hésitant, comme s'il craignait que je recule. Peux-tu me pardonner? Je ne demande pas qu'on oublie ce qui s'est passé, parce que ce serait impossible et injuste. Je demande une chance, juste une chance, d'être le mari que tu mérites, que tu as toujours mérité. J'ai regardé cet homme qui avait été mon compagnon pendant presque 3 décennies. J'ai vu un repentir genuin dans ses yeux, mais j'ai aussi vu quelque chose de plus profond et de plus effrayant, la peur. Une vraie peur de me perdre. Pour la première fois depuis des années, Philippe était vulnérable devant moi. Philippe, ai-je dit, choisissant mes mots avec beaucoup de soin, le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne du jour au lendemain, comme un cadeau de Noël. C'est quelque chose qui se construit jour après jour, brique par brique, avec des actions cohérentes, pas avec de belles paroles. Il a hoché vigoureusement la tête, avalant sa salive. Mais ai-je continué, voyant l'espoir briller dans ses yeux, je suis disposé à essayer. Avec une condition non négociable, jamais plus tu ne me manqueras de respect. Pas devant ta mère, pas quand nous serons seuls, nulle part. Et tu vas continuer à apprendre à t'occuper d'elle, pas comme une faveur pour moi, mais parce qu'elle est ta mère. Je promets, a-t-il dit avec une intensité qui m'a convaincu. Je promets sur l'âme de ma mère. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Dans les semaines suivantes, j'ai vu des changements que je n'aurais jamais imaginé possibles. Philippe a commencé à se réveiller plus tôt pour aider aux soins matinaux de Madame Rousseau. Lui qui se plaignait toujours de devoir se lever pour travailler, se réveillait maintenant volontairement à 6 heures du matin pour passer 1 heure avec sa mère avant de sortir. Il a acheté une petite radio pour sa chambre et syntonisait une station qui passait de la musique française classique, les chansons qu'elle avait l'habitude de fredonner quand il était enfant. Parfois je les trouvais simplement assis ensemble, écoutant Édith Piaf ou Charles Aznavour, lui tenant sa main pendant qu'elle fermait les yeux de contentement. Philippe a aussi commencé à raconter des histoires pour elle. Des histoires de son enfance, des souvenirs que je n'avais jamais entendus en presque 3 décennies de mariage. Il parlait du Noël quand il avait 7 ans et qu'elle avait fait un bonhomme de neige dans le jardin juste pour lui. Du jour où elle lui avait appris à faire du vélo sur la place Bellecour. De comment elle faisait toujours son dessert préféré, tarte aux pommes, pour ses anniversaires. « Tu te souviens, maman ?» demandait-il, et bien qu'elle ne puisse pas répondre avec des mots, ses yeux brillaient de reconnaissance. Le changement le plus notable était chez Philippe lui-même. L'homme amer et constamment irrité que je connaissais s'était transformé en quelqu'un de plus gentil, plus patient. Il avait arrêté de se plaindre des petites choses. Il avait arrêté de crier sur moi.
Il avait commencé à me demander comment s'était passée ma journée, à me remercier pour la nourriture, à remarquer quand j'étais fatigué. Un soir, pendant que je lavais la vaisselle, il est apparu dans la cuisine avec un torchon dans les mains. « Laisse-moi essuyer », a-t-il dit simplement. C'était un petit geste, mais pour moi cela représentait une révolution. Philippe n'avait jamais, en 28 ans de mariage, proposé d'aider aux tâches ménagères. Pendant que nous travaillions côte à côte en silence, il a dit « Je pensais, peut-être qu'on pourrait engager une kinésithérapeute pour maman. » J'ai fait des recherches, et il semble que même après si longtemps, il peut encore y avoir des améliorations. Je l'ai regardé, surprise. Ça va coûter cher. Je peux faire des heures supplémentaires à l'usine, a-t-il répondu sans hésiter. Elle mérite d'avoir toutes les chances possibles de récupération. C'était la première fois que Philippe montrait une disposition à faire n'importe quel sacrifice financier pour sa mère. Avant, toute dépense liée à ses soins était vue comme un fardeau inutile. À la fin du premier mois après notre crise, Philippe a surpris sa mère et moi d'une façon que je n'oublierai jamais. C'était un dimanche pluvieux, et il avait passé toute la matinée dans sa chambre, parlant, aidant avec les exercices simples que j'avais appris à faire avec elle. Soudain, il est sorti de la chambre et est revenu avec un vieil album photo qui était rangé dans le grenier depuis des années. « Maman, a-t-il dit, ouvrant l'album à la première page, on va se remémorer notre histoire ensemble ?» Et là, pendant 2 heures, il lui a montré des photos de son enfance, du mariage de ses parents, de vacances en famille, de moments qui étaient oubliés depuis des décennies. Pour chaque photo, il racontait une histoire, se souvenait d'un détail, la faisait sourire avec les yeux. Quand il est arrivé à une photo de Madame Rousseau jeune, tenant Philippe bébé dans ses bras, il s'est arrêté et a regardé longtemps. « Tu étais si belle, maman, a-t-il murmuré. Et regarde comme tu me tenais. Comme si j'étais la chose la plus précieuse du monde. » Il l'a regardée, puis la photo, puis elle à nouveau. « Maintenant c'est mon tour de te tenir comme si tu étais la chose la plus précieuse du monde. » Et c'est à ce moment-là que j'ai su, avec une certitude absolue, que la transformation de Philippe était réelle. Ce n'était pas une phase, ce n'était pas une réaction temporaire. C'était un changement profond et permanent. Cette nuit-là, quand il est venu se coucher, il m'a attiré près de lui pour la première fois depuis des années. « Merci », a-t-il chuchoté à mon oreille. « Merci de m'avoir appris à être fils à nouveau. Merci de m'avoir appris à être humain à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi dans les bras de l'homme que j'aimais. Ce que vous allez découvrir maintenant changera pour toujours la façon dont vous voyez l'amour familial. Préparez-vous à la révélation la plus choquante de cette histoire. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur. Notre maison était devenue un endroit complètement différent. Philippe se réveillait à 6 heures tous les matins pour aider aux soins de sa mère. Il parlait avec elle, racontait des histoires du travail, apportait même la radio dans sa chambre pour qu'elle écoute les nouvelles ensemble. Madame Rousseau était visiblement mieux. Ses yeux brillaient à nouveau, et elle avait réussi à récupérer quelques mouvements dans la main droite. Le neurologue avait dit que ce qu'elle expérimentait était rarissime, une amélioration significative après si longtemps. C'est le pouvoir de l'amour, avait-il expliqué lors d'une consultation. Quand un patient sent qu'il est aimé et valorisé, le cerveau répond de façon que la médecine ne comprend pas encore complètement. Mais c'est par un après-midi pluvieux de mai que la vraie leçon de cette histoire s'est révélée de façon dévastatrice. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand j'ai entendu un bruit étrange venant de la chambre de Madame Rousseau. J'ai couru là-bas et je l'ai trouvée essayant de s'asseoir dans le lit, quelque chose qu'elle ne faisait pas depuis 4 ans. « Maman! Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié, courant pour l'aider. Elle m'a regardé dans les yeux, avec un effort immense, a réussi à parler plus clairement qu'en des mois. « Amélie, je dois dire la vérité. » Mon cœur s'est emballé. « Quelle vérité, maman ?» Philippe est arrivé en courant, ayant entendu ma voix altérée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé, essoufflé. Madame Rousseau a regardé son fils avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, la détermination mélangée à une tristesse profonde.
Fils, a-t-elle dit, chaque mot coûtant un effort herculéen. J'ai toujours su. Su quoi, maman? Philippe s'est agenouillé à côté du lit. Su que tu ne m'aimais pas comme tu aurais dû. Le silence qui a suivi était écrasant. Philippe est devenu pâle comme du papier. Maman, ce n'est pas vrai, je... Laisse-moi finir, l'a-t-elle interrompu avec une autorité qu'elle ne montrait pas depuis des années. Pendant 4 ans, j'ai fait semblant d'être plus mal que je ne l'étais vraiment. J'ai senti le monde s'effondrer sous mes pieds. Comment ça, maman? Je pouvais bouger plus, je pouvais parler un peu, mais j'ai fait semblant d'être complètement paralysée parce que je voulais voir si mon fils m'aimerait un jour vraiment. Philippe s'est effondré sur la chaise, le visage dans les mains. Mon Dieu! Pendant 4 ans, a-t-elle continué, chaque mot un poignard dans notre cœur, j'ai observé comment Amélie me traitait avec amour et comment toi tu m'ignorais. Je voulais voir jusqu'où irait ta négligence. Les larmes coulaient sur mon visage. Maman, pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je devais être sûre que quand mon fils m'aimerait enfin, ce serait par amour véritable, pas par pitié ou obligation. Philippe sanglotait. Maman, pardon d'avoir échoué comme fils. Tu n'as pas complètement échoué, a-t-elle dit, tendant sa main tremblante pour toucher son visage. Tu as appris. Peut-être tard, mais tu as appris. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire faible mais radieux. Amélie, tu as été plus fille pour moi que beaucoup de filles biologiques le sont. Tu m'as aimée quand je ne pouvais rien rendre. Je t'ai toujours aimée, maman, ai-je sangloté. Toujours. Je sais. Et c'est pour ça que je veux que vous sachiez la vérité avant qu'il soit trop tard. Trop tard pourquoi? A demandé Philippe, alarmé. Madame Rousseau nous a regardés avec une sérénité qui m'a donné des frissons. L'AVC revient. J'ai senti les signes hier. C'est peut-être ma dernière chance de parler. Non, ai-je crié. On va appeler le médecin. Il n'y a pas le temps, a-t-elle murmuré, sa voix devenant plus faible. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis en paix parce que mon fils a enfin appris à m'aimer. Philippe a tenu la main de sa mère, pleurant comme un enfant. Maman, ne me laisse pas maintenant que j'ai enfin compris. Tu vas bien t'en sortir, a-t-elle chuchoté. Tu as une femme merveilleuse. Aime-la comme elle m'a aimé. Tu promets? Je promets, maman. Je promets. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Amélie, merci de m'avoir enseigné que l'amour n'a pas besoin de sang pour être réel. Et alors, tenant nos mains, Madame Rousseau a fermé les yeux pour toujours avec un sourire sur le visage. Aujourd'hui, 5 ans après ce jour qui a changé nos vies pour toujours, Philippe et moi vivons encore dans la même maison de pierre à Lyon. Mais si vous entriez ici maintenant, vous ne reconnaîtrez pas l'endroit. L'énergie qui imprègne chaque pièce est complètement différente. La chambre de Madame Rousseau s'est transformée en un petit sanctuaire où nous gardons ses photos préférées et ses objets personnels, le parfum Chanel numéro 5, les bijoux anciens, les livres de poésie, le chapelet de perles. Tout est préservé comme une façon d'honorer non seulement sa mémoire, mais l'amour que nous avons découvert dans les derniers mois de sa vie. Philippe s'est transformé en le mari dont j'ai toujours rêvé. Tous les matins, avant le travail, il m'apporte le café au lit. Tu as pris soin de nous deux si longtemps, m'a-t-il dit la première fois. Maintenant c'est mon tour de prendre soin de toi. Il a appris à cuisiner et prépare le dîner tous les vendredis. Les week-ends, il insiste pour faire toutes les tâches ménagères lourdes. Amélie, j'ai 30 ans de travaux ménagers en retard à rattraper. Le changement le plus profond est dans la façon dont il me voit. Dans ses yeux, je ne suis plus la servante inutile, mais je suis devenue l'héroïne de notre famille. Tu as sauvé notre famille, m'a-t-il dit récemment. Si tu n'avais pas explosé ce jour-là, j'aurais perdu ma mère sans la connaître, et toi sans te valoriser. Philippe a changé de travail pour avoir des horaires flexibles. La famille est plus importante que l'argent, a-t-il expliqué. J'ai appris cela trop tard avec maman, mais je ne commettrai pas la même erreur avec toi. Maintenant nous dînons ensemble tous les jours, nous nous promenons dans Lyon les samedis,
nous prenons le café dans des bistrots comme quand nous étions jeunes. Il est devenu défenseur des droits des personnes âgées au travail et visite une maison de retraite mensuellement. Je sais ce que c'est de se sentir abandonné par ses enfants, explique-t-il. Et je sais la différence qu'une personne qui s'en soucie peut faire. L'expérience a développé en lui une patience et une compassion que je n'aurais jamais imaginé exister. Nos conversations nocturnes ont complètement changé, maintenant nous parlons de rêves, de souvenirs, de leçons apprises. C'était presque trop tard, a-t-il murmuré récemment. Si ma mère était morte avant que j'apprenne à l'aimer correctement, si tu m'avais quitté, j'aurais porté des regrets incurables. La leçon la plus puissante que Madame Rousseau nous a laissée concerne le temps. Le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Chaque jour où nous négligeons ceux que nous aimons est perdu pour toujours. Elle nous a enseigné que l'amour véritable n'attend pas la reconnaissance pour exister. Je me suis occupé d'elle pendant 4 ans sans connaître le test, sans garantie. Je m'en suis occupé parce que j'ai choisi d'aimer. Philippe a appris qu'être fils ou mari ne sont pas des titres automatiques, ce sont des rôles pratiqués quotidiennement à travers des actions concrètes, une présence réelle, un amour démontré. Pendant les 4 années où je me suis occupé d'elle, j'ai découvert des forces que je ne savais pas avoir. Philippe a découvert que la vraie masculinité n'est pas d'être dur, mais d'être vulnérable quand c'est nécessaire, de montrer de la tendresse, d'assumer des responsabilités difficiles. Ensemble nous avons appris que la famille est un choix quotidien d'être présent, de prendre soin, de prioriser le bien-être les uns des autres. Parfois, dans la cuisine où tout a commencé, j'entends encore sa voix, « Merci, ma fille ». Et je murmure en retour, « Merci, maman », de m'avoir enseigné que l'amour véritable transforme tout. Mais la voix qui résonne le plus est celle de Philippe, 3 jours avant qu'elle ne parte, « Maman, merci de m'avoir enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer correctement. » Et vous? Aimez-vous vos familles comme elles le méritent? Ou attendez-vous qu'il soit trop tard? N'attendez pas à appeler vos mères aujourd'hui. Rendez visite à vos parents ce week-end. Embrassez vos familles tant que vous le pouvez. Dites « je t'aime » tant qu'il y a des oreilles pour écouter. Parce qu'à la fin, quand le temps sera écoulé, il ne reste que les souvenirs de l'amour que nous avons donné et le poids de l'amour que nous avons laissé de donner. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, le temps n'attend pas notre bonne volonté. Et quand il se termine, il n'y a pas de seconde chance pour défaire les regrets.